IDFM 98 de la bande FM, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Luc de Brabander, ce soir pour Petite philosophie des arguments fallacieux aux éditions Erol. Bonsoir Luc de Brabander. Vous avez écrit beaucoup de livres sur les petites philosophies. Oui, c'est mon huitième. J'aime bien faire des zooms, sans jeu de mots, puisque nous sommes en zoom. J'aime bien faire des focus sur des différents sujets. J'ai fait l'humour, la créativité, le langage, les mathématiques. Et ben voilà, aujourd'hui, c'est les arguments fallacieux. J'ai une introduction qui me plaît bien où vous dites en avant-propos que la forme même des pyramides montre bien que dans l'Antiquité déjà, les gens avaient tendance à travailler de moins en moins. C'est sûr que c'est pas ceux qui sont en haut de la pyramide qui travaillent le plus. Quoique, ils travaillent à avoir des arguments fallacieux peut-être. Oui, disons, l'argumentation est un art noble. Je crois qu'il y a des grands avocats, des grands hommes politiques. Je pense à Badinter qui plaide pour l'abolition de la peine de mort. C'est l'argumentation, ou Cicéron il y a longtemps, c'est dans le sens noble du terme, mais je constate qu'aujourd'hui, malheureusement, l'argumentation est très souvent branlante, piégée et fallacieuse. Et donc voilà, j'ai voulu un peu creuser le sujet. Vous avez écrit Petite philosophie des mathématiques vagabondes, mais aussi des grandes trouvailles et aussi des mots espiègles. Des erreurs quotidiennes, des histoires drôles aussi. Hein. Donc, Ouais. je crois que le philosophe peut se passionner pour un sujet et faire son métier de philosophe, clarifier, vulgariser. Et j'adore faire ça. Voilà. Vous n'aimez pas les interlocuteurs qui sont prêts à tout pour avoir le dernier mot. Est-ce que c'est ça aussi, ces arguments fallacieux, être prêt à tout pour avoir le dernier mot? Mais un petit peu. Je crois qu'il y a des gens qui acceptent, qui trichent en fait. Un argument fallacieux, c'est un argument qui est piégé délibérément pour à tout prix prendre le dessus sur son interlocuteur. C'est un peu tous les coups sont permis. Voilà. Et je crois qu'il y a des beaux arguments bien construits, mais il y en a beaucoup qui sont truqués, piégés. Et pour les gens qui n'ont pas beaucoup de métier, ils se font piéger et donc sont déstabilisés. Il suffit de regarder les débats politiques. C'est un art, hein, mais moi, c'est pas du tout quelque chose que je pratique. Bon, les arguments fallacieux, ça, on peut dire aussi que ça vient d'Aristote au départ. Mais une fois de plus, quand j'ai fait le livre, j'ai un peu cherché la littérature, j'ai creusé. Il y en a environ 7 ou 8 philosophes qui ont vraiment travaillé le sujet. Et le premier, une fois de plus, incontestablement, c'est Aristote, qui avait déjà, il a couvert la totalité, puisque finalement, il y a, je dirais, il y a 3 grandes approches du raisonnement. Il y a la logique, mais en gros, ça c'est quand on est tout seul. Il y a la rhétorique. Ça, c'est quand on parle aux émotions. Et puis, au milieu, il y a l'argumentation, qui est un peu de logique, un peu d'émotion, qui est un petit peu au milieu. Et Aristote, le premier à étudier le sujet de l'argumentation, et déjà à l'époque, il y a 2500 ans, a détaillé, expliqué, listé 13 pièges, 13 arguments fallacieux. Et je trouve moi qui suis un fan d'Aristote, j'ai été encore une fois de plus assez soufflé parce que j'ignorais cela. J'avais étudié Aristote dans la logique et dans beaucoup d'autres disciplines. J'ignorais qu'il avait également couvert l'argumentation. Donc là, on a vraiment un maître, c'est sûr. Est-ce qu'on peut confondre la logique et les mathématiques ou aussi la logique et l'argumentation? Est-ce qu'on peut Non, justement, je crois que la philosophie, c'est quand Descartes dit les idées claires et distinctes, c'est exactement. Donc, la logique se trouve entre les mathématiques et l'argumentation. Les mathématiques, il y a des chiffres, des nombres. Bon, et on ne peut pas faire de maths sans nombre. En logique, il n'y a pas de nombre. La logique, c'est l'étude des raisonnements corrects, l'étude de l'utilisation correcte du mot donc, il n'y a pas de chiffres. Donc la logique, ce ne sont pas les mathématiques, même si bien sûr il y a des points communs. La logique, ce n'est pas non plus l'argumentation. Pourquoi? Parce que la logique se pratique tout seul. Avec une table, un crayon, on peut faire de la logique. L'argumentation n'existe que dans une relation avec quelqu'un ou avec un auditoire, mais tout seul, l'argumentation n'existe pas. Et donc, ce sont bien 3 disciplines différentes. Et la 4e, c'est la rhétorique dont je parlais il y a 5 minutes, qui est une forme d'argumentation, mais qui n'est pas construite sur les arguments, mais beaucoup plus sur les émotions. Est-ce que la logique aristotélicienne est encore valable à notre époque? Disons, mon maître en philosophie, c'est Bertrand Russell. Et il a dit quelque chose de très vrai. Il a dit ceci. La logique aristotélicienne est fausse de A à Z, et le tout petit peu qui n'est pas faux ne sert à rien. Et bon, en gros, Russell avait parfaitement raison. Mais entre-temps, c'est quand même Aristote qui a initié
il a initié la démarche de la logique. Et aujourd'hui, quand on parle logique, on se réfère encore à des concepts comme la proposition, le raisonnement, etc. C'est lui le premier qui a mis tout ça sur la table. Donc voilà, même quand on dit qu'Aristote a tout faux, mais on parle de lui, donc ça veut dire qu'il n'a pas vraiment tout faux. Vous pouvez nous raconter l'histoire du cow-boy que vous racontez en début de votre livre? Est-ce que c'est logique, Oui, cette histoire de cow-boy? Disons, c'est un dessin humoristique que j'avais lu dans un journal et qui m'avait fort marqué. Donc, c'est au Far West, à l'époque des cow-boys, il y a la rue principale du village et un cow-boy est dans la poussière, il est là, il est mort. Et il y a une série de cow-boys qui le regardent. Il y en a un qui dit à l'autre, il avait raison, mais il est mort. He was right, but he died. Et ça m'avait très fort frappé parce que je dirais, avoir raison et mourir, c'est pas très efficace. C'est comme quand un cycliste prend sa priorité de droite. Bon, il a peut-être raison, mais entre-temps, il est écrasé par le camion. Et donc, il y a un côté, je dirais, pragmatique. Il faut de temps en temps accepter un peu de distance aux règles, un peu de distance à la logique pour gagner en efficacité. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'argumentation. Sans pour autant tomber dans le fallacieux que je veux pas pratiquer. Simplement, j'aime bien me défendre par rapport au fallacieux. Alors, vous dites qu'elle n'est pas une philosophie maintenant, elle est devenue une discipline scientifique. La logique, oui. C'est-à-dire, la logique, c'est un drôle de chemin parce qu'aujourd'hui, peu de gens mettent encore la logique dans le monde de la philosophie. Or, c'est quand même là qu'elle est née. Et effectivement, quand on fait des algorithmes ou quand on fait l'intelligence artificielle, on fait de la logique sans penser à la philosophie. Mais je crois qu'il y a une époque où tout se confondait. Descartes était mathématicien, philosophe. Pythagore, dont tout le monde connaît le fameux triangle et théorème, mais Pythagore était quand même un philosophe également. Donc c'est assez récemment que ça s'est séparé. Et je crois que, moi je suis un peu un disciple de Michel Serres et d'Edgar Morin, je crois qu'il faut remettre des passerelles entre toutes ces disciplines. Parce qu'aujourd'hui, pour parler d'Internet, je crois qu'effectivement, il est très utile d'être philosophe. On reviendra sur Internet un peu plus loin, puisque il y a toute cette histoire du sophisme. Internet, c'est vraiment l'endroit où on peut se lâcher quelque part. Ouais. On en parle tout de suite, finalement, on est dessus. Donc, disons, les sophistes, et vous l'avez dit vous-même, c'est ça, il y a 2000 ans, 2500 ans, les sophistes, c'était finalement des gens particulièrement doués dans le fait de convaincre, d'argumenter. Et ils en faisaient un métier, ils se faisaient beaucoup d'argent, mais ils allaient jusqu'à la limite plaider la chose ou son contraire en fonction de l'argent qu'on leur donnait. Ça, c'est ce qu'on dit des sophistes, même si on les a un peu réhabilités aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on disait. Et on dit que Socrate a commencé la réflexion philosophique en réaction aux sophistes. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Mais j'ai envie de dire, il y a toujours des sophistes, mais il y a toujours des rumeurs. Je parlais d'Edgar Morin il y a 5 minutes. En fait, il y a 60 ans, Edgar Morin a fait un livre qui s'appelle La rumeur d'Orléans, qui traitait d'une rumeur, donc il y a 60 ans. On disait que dans certains magasins tenus par des commerçants juifs à Orléans, il y a des femmes qui disparaissaient, etc. Donc les rumeurs ne sont pas neuves, les sophismes ne sont pas neufs. Mais dans le monde d'Internet, il y a 2 choses tout à fait nouvelles. La première, c'est qu'on peut truquer des images. Bon, truquer les mots, faire des rumeurs, ça y a toujours eu. Mais aujourd'hui, on peut truquer des images. On peut faire des images tellement truquées qu'il est impossible de voir qu'elles sont truquées, même si elles ne sont pas vraies. Ça, c'est un outil pour les sophistes d'aujourd'hui très puissant. Et plus dangereux encore, aujourd'hui, on peut cibler les rumeurs. Du temps de la rumeur d'Orléans, par exemple, on lançait un bruit, c'était pas bien de le faire, mais on lançait un bruit tous azimuts. On ne pouvait pas diriger la rumeur d'Orléans vers un public ou vers un autre. Aujourd'hui, avec les grands algorithmes, je peux très très bien non seulement faire des rumeurs, mais je peux aussi viser un public particulier. Je peux très bien faire une rumeur et que je vais envoyer chez les, je ne sais pas moi, les ingénieurs de 40 ans ou les médecins de... Je peux faire tout ce que je veux. Et ça change tout. Parce qu'on peut cibler les rumeurs et on peut aller jusqu'au bout. On peut très très bien faire 2 rumeurs différentes et en fonction du public, envoyer la rumeur A à droite, la rumeur B à gauche et être encore plus efficace. C'est ce qui s'est passé avec le Brexit. Donc,
l'idée du sophisme ou des rumeurs et des fake news n'est pas nouvelle, mais la possibilité de faire des fausses images et de cibler, alors là, ça change tout. Ça donne un pouvoir inouï aux sophistes. Moi, je parle d'armes de persuasion massive et on voit le résultat. Oui, donc le raisonnement peut être truqué par le fait que les informations sont fausses. Oui, mais en plus, je peux cibler. Et donc, c'est ça. Par exemple, le Brexit. Bon, en fait, les algorithmes ont truqué le Brexit. Pourquoi ? On va schématiser. Je suis un algorithme et je sais que la moitié des Anglais est pour le Brexit et la moitié des Anglais est contre le Brexit. Je le sais, c'est pas difficile. Puisqu'ils cliquent toute la journée, je sais très bien savoir que monsieur A est pour le Brexit et madame B est contre le Brexit. Je le sais. Et je le sais vraiment avec certitude. Moi, je suis pour. Donc, qu'est-ce que je peux faire ? 2 rumeurs. Pour ceux qui sont pour, je vais renforcer leurs arguments. Pour ceux qui sont contre, je vais contrer leurs arguments. Et c'est ce qui s'est passé. En ciblant en fonction des publics des rumeurs différentes, je peux avoir un effet redoutable. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui tout le temps. Il faut bien se rendre compte de 2 choses. Et les gens, je trouve, ne réfléchissent pas assez. Personne ne paye Google. Or, Google offre des services incroyables. Vous pouvez trouver votre chemin, vous pouvez avoir des tas de trucs. Mais d'où viennent leurs milliards de dollars ? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, si vous et moi, au même moment, nous utilisons Google et cherchons la même chose, nous allons avoir des réponses différentes. Si par exemple, vous et moi, vous cliquez en même temps que moi, je ne sais pas moi, hôtel à Florence, Enter, vous n'allez pas avoir les mêmes recommandations que moi. Comment est-ce possible ? C'est possible parce que Google sait tout de vous et tout de moi. Et c'est que vous êtes allé 20 fois à Florence et moi, je n'y ai jamais été et que donc forcément, nos goûts ne seront pas les mêmes. Et donc, rien que ce double étonnement, pourquoi Google est si riche alors qu'il ne facture personne et pourquoi 2 personnes différentes n'ont pas les mêmes réponses par rapport à la même question, eh bien, c'est le début de la réflexion philosophique, c'est de s'étonner et puis de se dire, mais au fond, et alors on comprend tout doucement qu'en fait, dans Google, c'est nous qui fournissons de l'information. Chaque fois qu'on clique, peu importe le sujet, on donne de l'information qui vaut beaucoup d'argent. Et voilà. Vous savez, par exemple, que Booking.com, qui est probablement un des plus gros clients de Google, paye tous les jours 10 millions d'euros pour être bien mis dans le ranking, dans le classement. Vous tapez Hôtel Florence, vous aurez sans doute Booking très très haut dans le classement, ce sera une des premières recommandations. Ça coûte à Booking 10 millions d'euros tous les jours. C'est de là que vient l'argent et c'est pas de nous. Dès qu'on a une posture philosophique, on creuse et alors on commence à comprendre. Vous dites que Facebook et tous les autres ne sont rien d'autre que des boîtes de scanner numérique et que contrairement à ce qui se passe dans un centre commercial, un client qui n'achète pas rapporte de l'argent à Amazon parce qu'il a pris notre attention, même si on n'achète pas sur Amazon, finalement ça rapporte de l'argent. Alors parlez-nous de cette boîte de Skinner, on dit ? De Skinner, oui, on dit la boîte de Skinner. En fait, la boîte de Skinner, c'est une expérience assez célèbre d'un monsieur Skinner, il y a 40 ou 50 ans. Il a observé des rats avec un appareil assez simple. Donc, il y avait une réserve de petites boulettes de nourriture, de petits grains de nourriture et une petite manette. Et au départ, le système était archi simple. Le rat, quand il tapait sur la manette, il y avait une petite boulette de nourriture qui tombait. Bon, c'était très simple. Il a observé le comportement des rats. Et en gros, les rats étaient assez calmes et quand ils avaient faim, ils tapaient sur la manette, une petite boulette tombait, ils la mangeaient et tout se passait bien. Et puis, il a eu une idée incroyable. Il s'est dit, mais au fond, je vais truquer le système. Et donc, il a fait en sorte que la même boîte, pour la boîte de Skinner, cette fois-ci, quand le rat tape sur la manette, il y avait 4 possibilités. 1, 2, 3 ou 0 boulette. Donc, et de manière totalement aléatoire. Totalement aléatoire. Quand le rat tape, il avait 0, 1, 2 ou 3 boulettes. Il s'est dit, le rat, il va être directement dégoûté, il va dire, et il va arrêter de taper. Et qu'est-ce qu'il a observé ? Exactement l'inverse. Que quand on équipe la boîte de Skinner d'un système aléatoire, eh bien, ça énerve le rat, ça l'excite. Et finalement, il tape tout le temps, même quand il n'a pas faim. Même quand il n'a pas faim. Je schématise, ce n'est pas vraiment mon métier. Et d'une certaine manière, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est un peu ça. Il y a un côté très aléatoire. Quand vous allez sur Twitter ou sur n'importe lequel,
vous ne savez pas très très bien ce que vous allez avoir. Vous ne savez pas très bien d'abord si vous allez avoir quelque chose. Et parfois vous avez beaucoup, parfois pas. Et donc il y a un côté aléatoire et il est clair que ça excite, que ça énerve et que les utilisateurs vont plus souvent sur l'application. Et tout le monde sait bien qu'en Internet, la règle est très simple. La valeur d'une application, c'est le temps que les gens y passent. Peu importe l'application. Si vous faites une application à propos des champignons et qu'il y a un tel succès que tous les gens y passent 2 heures par jour, cette application vaudra plus cher que Facebook. Que ce soit des champignons, n'importe quoi. C'est le temps d'attention. Et donc, la valeur marchande aujourd'hui, c'est le temps d'attention. Il y a 20 ou 25 ans, le patron de TF1 avait été très, très provoquant en disant que le métier de TF1, je crois qu'il s'appelait Patrick Lelay, et il disait en fait le métier de TF1, c'est de vendre à des annonceurs du temps d'attention des cerveaux disponibles, ou une formule de ce type-là. Et donc c'était très cru, très brut comme affirmation, mais c'était pas tout à fait faux. Et comme le temps d'attention est une valeur à la hausse, parce que les gens ont plus de temps qu'avant, c'est tout le business d'Internet tourne autour de cette attention qu'on veut capter. Et la boîte de Skinner, il est prouvé que ce côté aléatoire, on ne sait pas très très bien ce qu'on va avoir, ça excite les neurones et donc on passe plus de temps. Tout est là. Et en fait, le lien est intéressant avec les fake news. Je ne crois pas que Facebook ou Twitter soient plus excités par les fake news que par les vraies news, par le faux que par le vrai. Donc, au départ, il n'y avait pas un a priori, ils ne voulaient pas faire le faux, non. Mais qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient que les gens passent du temps sur leurs applications. Et il apparaît, les psychologues montrent que une information fausse, eh bien, nous aurons plus tendance à la retweeter qu'une information vraie. Si je vous dis Macron est à Berlin, vous allez dire merci. Et si je vous dis Macron a disparu, vous allez peut-être avoir envie de transmettre l'information. Et il est prouvé que les informations fausses, on a de 5 à 10 fois plus envie de les retweeter, de les reforwarder ou de les transmettre. Et donc, on va passer plus de temps. Et donc, des algorithmes qui ont été faits pour que les gens passent du temps sont devenus de facto des algorithmes de faux, qui fabriquent du faux, non pas parce que le faux est le but premier, mais parce que le faux fait en sorte que les gens passent plus de temps. Oui, le problème, c'est qu'après, on pense que tout est faux. Là, je pense à cette histoire de Coca-Cola testé par un pharmacien, qui était positif au Covid-19. Et donc, c'était une blague et que tout le monde se réjouit maintenant en disant que tout est des fake news aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut plus savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est beaucoup plus difficile qu'avant, oui. Et donc, il faut avoir une posture, c'est un peu la fin du livre, ce qu'on appelle la pensée critique. La pensée critique, c'est une forme, je dirais, d'attitude un peu plus réfléchie. En fait, il y a 2 attitudes extrêmes qui sont aussi néfastes l'une que l'autre. On peut très bien ne croire en rien, c'est pas très utile, et croire tout ce qu'on raconte, c'est pas utile non plus. Donc, nous sommes condamnés pour être efficaces, pour être utiles, à être au milieu. Et tout l'art de la pensée critique, c'est ajuster le curseur. C'est donner sa confiance avec discernement en fonction de la source, en fonction de tout et en fonction aussi d'une connaissance de ses propres faiblesses. Nous sommes tous avec des biais cognitifs qui ne sont pas des arguments fallacieux parce que les biais, ça se passe tout seul. D'ailleurs, j'ai fait un petit livre qui s'appelle « Petite philosophie des erreurs quotidiennes ». Nous avons tous nos biais. Par exemple, nous préférons tous croire ce que l'on espère être vrai. Quand la météo annonce du beau temps, on a envie de la croire. Quand elle annonce du mauvais temps, on a envie de dire qu'il se trompe tout le temps. Alors que la fiabilité de la météo n'est pas plus grande dans un cas que dans un autre. Ça, ce sont les biais. Et donc, la pensée critique, c'est entre les 2 extrêmes. Pas la crédulité totale qui sert à rien et le refus de tout qui ne sert à rien non plus. C'est accorder sa confiance avec discernement en fonction de la qualité de la source, de la connaissance de ses propres faiblesses et voilà. Et puis, c'est ça. Donc, vous dites que la mise en doute systématique n'est pas plus éclairante que la confiance aveugle. Exactement. Oui. Ce sont les 2 attitudes extrêmes qui servent à rien. Donc, on est condamné à trouver le bon milieu, d'ajuster le curseur. On est condamné à donner sa confiance de temps en temps à certaines personnes, mais à réfléchir un petit peu. Et quand je vois que la majorité, plus de la moitié des adolescents aujourd'hui s'informent sur Facebook, ne lisent plus aucun journal, ne regardent rien du tout,
tout est Facebook. C'est vraiment inquiétant. Hein. Oui, tout est Facebook et ils préfèrent les vidéos que l'audio. C'est-à-dire regarder plutôt qu'entendre. Oui, exactement. Et c'est l'affaire de TikTok. Le succès de TikTok vient du fait que c'est des images. Instagram, même chose. Instagram a un succès dingue, c'est des images. Et donc, et comme on peut truquer les images, bon. Deuxième partie de cette émission sur l'antenne d'IDFM sur le 98 de la bande FM avec Luc de Brabander. Nous parlons de son livre publié aux éditions Erol, Petite philosophie, les arguments fallacieux. J'aimerais que vous nous parliez de la logique ou l'art de penser d'un certain Antoine Arnaud et de Pierre Nicole, parce que cette phrase-là, on l'a tous, qui consiste à faire croire que parce qu'un événement est suivi d'un autre, il est la cause de cet autre-là. Là, Voilà. C'est en plein Covid. Hein. Absolument, absolument. C'est un peu le hasard qui fait que j'ai écrit ce livre au moment du Covid, mais il est clair que les exemples sont partout. Alors, Arnaud et Nichols, ça fait partie des 7 grands philosophes qui ont travaillé le sujet. Et lui, effectivement, comme vous le dites, il a mis en évidence, parce que c'est après, c'est à cause de, etc., qui est confondre la simultanéité et la causalité. Et donc, on a des exemples. Si jamais il y a, je dirais, un éclair, je vais avoir le tonnerre. Et donc, l'erreur consiste à croire que l'éclair est la cause du tonnerre. Non, absolument pas. Il y a un troisième élément qui est, disons, le court-circuit dans le ciel qui produit les deux. Et donc, aujourd'hui, je dirais, avec les algorithmes, on est très souvent dans ce piège-là de croire que parce qu'on sait que les choses viennent ensemble, elles sont la cause l'une de l'autre. Il y a des gens qui disent qu'on n'a plus besoin de science. Il suffit de savoir ce qui se passe en même temps. Par exemple, je dirais, si je sais que les gens qui ont une Renault vont au cinéma le mardi, je n'ai pas besoin de savoir pourquoi pour faire de la publicité efficace. Alors que non, c'est bien sûr qu'il faut la science, on en a encore besoin. Et donc, voilà, Pierre et Nicole, ça date d'il y a 300-400 ans, ce sont déjà des gens qui ont réfléchi à des choses qui sont utiles aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment un fil rouge de la philosophie, je trouve. C'est de voir Platon et Aristote, en fait, qui ont faux sur toute la ligne. En plus, ils étaient en désaccord sur tout. Ils restent très utiles parce que leur métier n'est pas tant de dire ce qu'on doit penser, mais plutôt comment on doit penser. Oui, vous dites pour vous, je vais essayer de me faire la phrase de mémoire, que vous n'êtes pas là pour nous apprendre à faire la cuisine, mais à avoir faim. C'est pas exactement ça, mais c'est de la... Oui, mais c'est un peu ça, je crois. Bon, moi, je suis ingénieur. À l'origine, je suis ingénieur. Moi, mon métier, c'est l'informatique et tout. Et donc, je me suis rendu compte, j'aime toujours l'informatique, j'ai même fait un livre de mathématiques, mais je dirais, je me suis rendu compte qu'il y avait une partie encore plus intéressante quand il n'y a pas de chiffres. Moi, je suis un homme d'entreprise et je dirais, quand il y a des chiffres, en gros, on sait gérer. La comptabilité, l'informatique, les stocks, l'énergie, on peut gérer. Mais j'ai remarqué autour de moi beaucoup de managers, de dirigeants, de responsables très, très peu capables de gérer la partie non chiffrée ou chiffrable. Le stress. Par exemple, le stress dans une entreprise, il n'y a pas d'instrument de mesure comme pour un compteur électrique. On ne peut pas, si on veut diminuer le stress, c'est pas comme diminuer la consommation d'électricité. Et donc, il va même l'image de marque, la proximité du client, l'ambiance, la créativité, enfin des tas de choses très importantes pour lesquelles il n'y a pas de chiffres. Et si on veut être un bon gestionnaire, un bon dirigeant, on doit néanmoins gérer des choses qui ne sont pas chiffrables. Et là, l'outil, c'est la philosophie. C'est l'exigence des mots, des définitions, des critères, lutter contre les faux synonymes, etc., etc. Est-ce que vous pouvez parler du duel le plus serré, le Gorgias de Platon? Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui, en fait, disons, c'est Gorgias ou Gorgias, je ne sais pas comment on dit, incarner les sophistes. En fait, ce qu'on dit aujourd'hui des sophistes, c'est ce que Platon en a dit. Platon les avait en horreur. Et donc, les sophistes qui viennent avant, bien avec Protagoras et d'autres, étaient les champions de l'argumentation, les champions des jeux de mots, les champions de ceci. Et Platon les avait en horreur. Et dans le dialogue, le Gorgias, il y a une espèce de choc entre Socrate et Gorgias, qui est le choc initial, c'est le Big Bang, c'est le début de la philosophie. C'est Socrate qui s'oppose aux sophistes. Mais, bien sûr, tout ça est à prendre avec des pincettes, parce que certains auteurs reproche à Socrate d'être un sophiste lui-même. Notamment, il y avait un certain Aristophane
donc qui était à l'époque des Grecs, il y a eu la tragédie, la comédie qui sont nées, et Aristophane qui a écrit une comédie, une vraie comédie assez drôle qui s'appelle Les Nuées. En fait, il se moque pendant la pièce de théâtre de Socrate qui se fait traiter de sophiste. Donc, c'est parfois pour contrer les sophistes, il faut être un peu sophiste soi-même, et en tout cas, il vaut mieux avoir un bon sens de l'humour. Et je crois que l'humour est quand même la vraie distance par rapport aux choses, c'est le pouvoir en rire. Ce qu'Aristophane a remarquablement fait. Oui, donc ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est que donc Calliclès, qui est un jeune aristocrate prétentieux et même violent, pour qui la réussite n'a pas de prix, et de l'autre côté, il y a Socrate, pour qui il est plus moral de subir l'injustice que de la commettre. Et pour Calliclès, les faibles ont inventé la morale et les lois afin de faire croire que les plus forts est mauvais et ensuite pouvoir le condamner et le punir. C'est quand C'est même, terrible. Oui. voilà. Et ce qui est intéressant dans les sophistes, c'est qu'ils veulent convaincre, c'est-à-dire vaincre, et débattre, c'est-à-dire battre. Oui, c'est exactement ça. Et Calliclès, c'est terrible parce que d'accuser les puissants d'avoir fait des lois, enfin, on voit bien dans le populisme aujourd'hui, on retrouve ça. Donc, les populistes, ce qu'ils n'aiment pas, c'est les élites, c'est les intellectuels. Et il y en a qui parviennent à surfer sur cette haine des intellectuels pour alors carrément prendre le pouvoir. Mais on va peut-être pas parler de ça parce qu'il y a trop d'exemples sous les yeux. Bon. Mais c'est très intéressant de voir comment le sophisme. Il y a quand même, par exemple, Jacqueline de Romilly ou bien Barbara Cassin aujourd'hui ont fait des plaidoyers vibrants pour le sophisme. Parce que c'est vrai, les sophistes avaient un bon côté, c'était des bons pédagogues. Et puis ils ont un peu déraillé, ils ont commencé à vouloir se faire de l'argent. Mais ça, c'est l'être humain. Hein. C'est exactement comme, je dirais, les bons avocats qui commencent à utiliser leur puissance de conviction pour rouler les gens. Ben voilà, c'est Oui, ou des bons scientifiques qui veulent nous exactement. convaincre dans leur Oui, débat fallacieux. vous avez tout à fait raison de parler de la science parce que ça, c'est assez nouveau. Je dirais, en gros, pendant longtemps, la science n'a pas vraiment fait l'objet de débats. Quand il y avait Newton je dirais, ou même Einstein, il n'y a jamais personne il n'y a pas eu des scientifiques qui se sont battus entre eux à tout prix. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Dans les affaires de santé, on voit des scientifiques se battre entre eux, dire une chose et bien le contraire. Donc, on trouve aujourd'hui des sophistes dans la science. Et ça, c'est très troublant parce que c'est assez neuf. Alors, les arguments fallacieux, il y a par exemple le discrédit par association, du style vous êtes contre la chasse, mais vous mangez des animaux. Ça, c'est un argument Voilà. fallacieux. Mais oui, parce que je dirais, ce type d'argument-là, en fait, consiste à attaquer la personne plutôt que contrer ce qu'il a dit. Donc, dans l'exemple que vous donnez, on ne parle pas des pour ou contre la chasse, on attaque la personne. En gros, c'est les attaques ad hominem. Donc, c'est de dire, voilà, vous dites ça de l'école, mais vous n'avez même pas d'enfant. Donc, on n'écoute même pas l'argument, on attaque la personne. Et si on regarde malheureusement la télévision, on voit beaucoup d'attaques de ce type-là, parce que pour les sophistes, finalement, avoir raison n'est pas tellement important. L'important, c'est de l'emporter. Et donc, mais c'est contre ça qu'il faut se battre. La technique du hareng fumé. Oui, mais dans le livre, j'en ai, je crois, une cinquantaine. Le hareng fumé, c'est un argument qui consiste à tout à coup sortir du sujet, au point de déstabiliser, puisque c'est ça le but, de déstabiliser l'adversaire. Ça s'appelle comme ça parce que, bon, apparemment, je dirais au siècle passé, des prisonniers qui s'échappaient d'une prison utilisaient des harengs pourris ou des harengs fumés pour faire des fausses pistes pour les chiens. Ils lâchaient les chiens en utilisant des harengs fumés. Et c'est pour ça que ce nom est devenu le nom d'un argument. Par exemple, quand le général de Gaulle se fait reprocher je ne sais plus très bien quoi et qu'il répond « Comment voulez-vous gouverner un pays où il existe 257 sortes de fromages ?» Bon, eh bien, c'est le hareng fumé. Donc, parce qu'on se demande, 50 ans après, on se demande encore où est l'argument. Mais peut-être que c'était intelligent de sa part pour déstabiliser l'adversaire. Ça, c'est la technique du hareng fumé. C'est complètement sortir du sujet. C'est clair que... Mais parfois, ça marche. Et comme le sophiste veut gagner et pas avoir raison, si ça marche, il le prend. Et on prend les fromages.
Dans les arguments fallacieux avec un humour déplacé ou ironique, et vous faites vraiment une différence entre l'humour et l'ironie, Churchill. Il rencontre quelqu'un qui lui dit ah, bonjour, monsieur Churchill, est-ce que je vous ai déjà parlé de mon neveu? Et il répond non, et je vous en remercie. Oui. Et effectivement, Churchill, il était. La grosse différence entre l'humour et l'ironie, l'humour rapproche, l'ironie, c'est une arme. C'est une arme. Et par exemple, Guy Bedos, quand il se moquait de la droite, il faisait de l'ironie. Quand il se moquait de la gauche, il faisait de l'humour parce qu'il avait son cœur à gauche. Et on voit très très bien la différence. Churchill, lui, il faisait de l'ironie à 100%. Le Canard enchaîné, c'est 100% ironie. Il n'y a pas d'humour. Parce que dans le Canard enchaîné, tout est attaque. Alors, à bon escient, mauvais escient, ça c'est un autre sujet. Mais l'ironie est essentiellement une arme. Même Socrate et Voltaire utilisaient l'ironie, à pas mal d'occasions, mais parfois à bon escient. Donc ce n'est pas lié. Mais l'ironie est une arme, ça c'est sûr. L'humour, au contraire, l'humour n'a pas de projet. L'humour rapproche. Et voilà. Coluche, on peut le mettre dans les ironiques ou dans les humoristes? Ah, moi, je le mets plutôt dans les humoristes parce que je crois qu'il avait un profond empathie vis-à-vis des gens. Moi, personnellement, je le mets vraiment du côté des humoristes. Il avait une empathie. Moi, j'adorais. Je trouve que on sent bien qu'il n'attaquait personne. Voilà, pour moi, c'est un modèle, c'est sûr. Encore une phrase qu'on utilise assez souvent, c'est l'exception qui confirme la règle. Voilà. Mais je dirais, quand j'ai creusé les arguments fallacieux, il y en a beaucoup, beaucoup, ils sont très, très variés. Celui-là est intéressant parce que dire qu'une exception confirme la règle, c'est évidemment faux. S'il y a une règle, une exception ne confirme pas la règle, mais elle l'infirme. Et donc, c'est drôle, quelque chose qui est toujours faux, on l'utilise comme argument. Et ça, c'est très troublant parce que quelque chose qui est toujours vrai, on peut aussi l'utiliser comme argument. Par exemple, vous voulez dépenser, je sais pas, faire un gros achat et je vous dis, écoutez, non, 1 euro, c'est 1 euro. Bon, 1 euro, c'est 1 euro. Si je regarde avec des yeux logiques, c'est toujours vrai. Donc, ça ne dit rien. C'est comme si je vous dis, écoutez, la France, c'est pas la Belgique. Je peux l'utiliser comme argument, mais c'est toujours vrai. C'est vrai, la France n'est pas la Belgique, etc. Et donc, quand on creuse un peu dans une relation d'argumentation où on veut convaincre, il est très drôle de voir qu'on peut dire des choses toujours vraies ou toujours fausses qui néanmoins disent quelque chose. Ça veut dire que l'argumentation est au-delà de la logique. Si je vous dis un chat est un chat, logiquement, ça ne dit rien. Une plante est une plante, une armoire est une armoire, ça ne dit rien. Mais quand je vous dis un chat est un chat, ça veut dire quelque chose, parce qu'on est au-delà de la logique. Un très très bel exemple, c'est celui-ci. Si je vous dis trop de liberté, c'est jamais bon, vous avez dit oui, effectivement. Mais en fait, ça ne veut rien dire. Parce que je peux dire trop de fromage, c'est jamais bon, trop de vélo, c'est jamais bon, trop de jogging, c'est jamais bon, trop de voyage, c'est jamais bon. Le n'est jamais bon est inclus dans le trop. En fait, trop de X n'est jamais bon, quel que soit X. Donc, si je vous dis trop de liberté, c'est jamais bon, ça ne dit rien. Et ça montre bien, tous ces exemples que vous venez de citer, montrent bien que l'argumentation est au-delà de la logique, qu'elle ne se laisse pas emprisonner dans des formules ou dans des équations. C'est au-delà et c'est un art, et je crois qu'il n'y a pas de science de l'argumentation alors qu'il y a une science de la logique. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Voilà, trop, c'est trop. C'est un très, très bel exemple de tautologie. C'est toujours vrai. C'est toujours vrai. Trop, c'est trop. Mais c'est comme on dit, oui, mais Sarkozy, c'est Sarkozy. Eh ben oui, Sarkozy, c'est Sarkozy. Je ne dis rien, mais néanmoins, je dis quelque chose. C'est ça qui est toute la différence entre la machine et l'être humain. On ne peut pas coder l'argumentation parce qu'il y a des choses imperceptibles. Alors, comment justement se positionner, comment se défendre, comment réagir face à ces arguments fallacieux? Est-ce que c'est difficile de réagir face à eux? Et est-ce que c'est difficile aussi de ne pas en avoir? Parce que c'est pas le tout de se défendre contre les arguments fallacieux, mais souvent on en a nous-mêmes sans s'en rendre compte. Mais bien sûr, et tous les parents sont tout le temps du genre, est-ce que je peux faire ça? Demande à ta mère, hein, donc, ou des trucs pareils. Tout ça, ce sont pas des arguments. Ou bien tous les garçons de ma classe font ça. Et tout le temps parce qu'on est des êtres humains. Mais je dirais un argument fallacieux qui n'a pas été délibéré.
donc qui n'est pas voulu et qui n'est pas décidé, c'est pas un argument fallacieux, c'est un biais cognitif. Ce sont des erreurs que l'on fait sans intention de nuire, sans volonté d'attaquer. Donc on est vraiment donc on n'est pas vraiment le fallacieux est délibéré. C'est quelque chose qu'on organise, qu'on décide dans le but de déstabiliser. Et je crois que beaucoup d'entre nous avons des arguments qui ne sont pas toujours très, très costauds, mais l'intention de nuire est quand même plus rare. Donc, alors on est plutôt dans les biais cognitifs. Oui, je pense à ma fille à laquelle je disais, je comprends pas que l'école soit obligatoire à l'âge de 4 ans, je crois. Et elle me disait, mais c'est parce qu'il y a trop de personnes qui gardent leurs enfants. Enfin bon, elle avait ses résultats et je lui disais, c'est une perte de liberté. Et elle me disait que non. Et pour moi, le fait qu'on mette des règles ou qu'on impose des choses aux gens, c'est une perte de liberté. Et je sais pas, est-ce que c'est un argument fallacieux ou pas? Non, je dirais, ça, c'est plutôt une conviction. Hein. Vous me dites une conviction. Une conviction n'est jamais fallacieuse. C'est ce que vous pensez. Si vous la structurez pour démontrer quelque chose, alors là, parfois, c'est fallacieux. Mais la règle, c'est très intéressant parce qu'on ne peut pas vivre sans règles, mais on ne peut pas vivre en suivant les règles non plus. La meilleure preuve, c'est la grève du zèle. Bon, quand, peu importe, un fonctionnaire ou, je sais pas, un douanier décide de faire la grève du zèle, qu'est-ce qu'il décide? Il décide de suivre totalement les règles et il paralyse tout. Et donc, si la grève du zèle existe, c'est la preuve qu'on doit prendre une distance à la règle. Et ça, c'est la maturité, c'est le discernement, c'est le fait de l'être humain face aux règles. Donc, à la fois, les règles sont indispensables, mais si on les suit à la lettre, on paralyse tout. Hein, la grève du zèle, voilà. Oui, alors comment faire justement pour se protéger des arguments fallacieux quand ils viennent des autres? La réponse, c'est la pensée critique, on l'a évoqué tout à l'heure. Je crois qu'on est entouré d'arguments fallacieux, la publicité, partout, la politique, Internet, on en a parlé tout à l'heure. Je crois qu'il y a une posture qui est la pensée critique, faite de doutes, d'étonnement, de questionnement, de toutes ces choses-là, et aussi qui est la pensée critique consiste également à connaître ses propres faiblesses. Ce sont les biais. Par exemple, dans un journal, nous aurons tous tendance à passer plus de temps sur les articles avec lesquels on est d'accord. C'est prouvé, c'est prouvé. Et donc, parce qu'il y a un biais qui s'appelle le biais de confirmation, qui fait en sorte qu'on a plus envie de lire des choses qui confirment ce qu'on pense que des choses qui disent le contraire. Eh bien, si on n'est pas au courant de ce biais, on ne sait pas l'enlever, c'est comme ça. Mais si on n'est pas au courant de ce biais, qu'on est victime de ce biais, on peut peut-être attacher trop d'importance à une information. Et donc, peut-être qu'être bien conscient de ses faiblesses, c'est également utile de ses propres faiblesses, pas de celles des autres, de ses propres faiblesses. Nous avons tous tendance, je l'ai dit tout à l'heure à propos de la météo, nous avons tous tendance à croire plus facilement quelque chose que l'on espère être vrai. Et donc, par exemple, la pensée critique, c'est de dire, mais si je crois ça, peut-être que c'est parce que je l'espère tellement. C'est pas du tout parce que l'information est plus fiable qu'une autre. Donc, savoir se remettre en question. Par exemple, bien sûr, ça fait partie de la pensée critique. Essayer de voir, de bien comprendre comment on pense. Oui, il y a toute une série de dimensions. Bien sûr, se remettre en question et de se dire, tiens, je pense ça depuis 20 ans. Est-ce que le monde est tellement différent? Est-ce que je ne devrais pas penser autre chose? Enfin, il y a des tas d'exemples. Et si on se retrouve devant un sophiste, il va essayer de nous convaincre de toute façon. Donc, comment être sûr que finalement, il n'a pas une argumentation pour nous convaincre? C'est difficile. Ah, c'est très difficile. Mais au moins, rien que savoir que ça existe. Parce que je connais des personnes que je dirais, qui n'ont même pas conscience qu'il existe des biais cognitifs. Surtout moi, je suis grand-père, je vois bien mes petits-enfants. Je leur dis, mais tu lis ça sur Internet, comment sais-tu que c'est vrai? Oui, mais c'est sur Internet. Bon, mais sur Internet, mais qui l'a fait? On revient à la discussion de tout à l'heure. Ben, c'est la même chose que vu à la télé. Oui, c'est la même chose, c'est tout à fait vrai, mais aujourd'hui, il y a quand même ce côté ciblage qui n'existe pas. À la télé, tout le monde voit la même chose. Il n'y a pas, si vous habitez en banlieue ou dans le 16e ou en province, vous voyez le même journal télévisé, c'est le même. Par contre, avec Internet, en fonction de l'endroit où vous habitez, vous ne voyez pas la même chose. C'est vraiment là, et on en parlait tout à l'heure, cette capacité de cibler, cette capacité d'adapter ce qu'on dit en fonction du public que l'on connaît. Je pense que la télé, elle cible quand même une partie de la population parce que sur toutes les chaînes, Oui. c'est la même chose. Hein. Je suis d'accord, mais disons, il
Il y a un petit peu de ciblage, vous avez raison. En gros, à 20h30, on met le même genre d'émission, mais c'est rien comparé à Internet. Internet, c'est pratiquement à la personne près. Je peux faire une rumeur rien que pour vous, puisque je vous connais tellement bien avec tout ce que vous avez cliqué depuis des années, je peux faire une rumeur rien que pour vous. Et ça, la télé ne peut pas faire. Donc, ce livre est édité aux éditions Erol. Il s'appelle Petite philosophie des arguments fallacieux. Oui. Vous l'avez écrit pendant le confinement Oui. de 2020. Comment vous l'avez vécu, ce confinement? Disons, moi, je suis un peu un privilégié parce que d'abord, j'ai pas été malade, ma famille non plus. Et en Belgique, beaucoup plus de gens que chez vous ont une maison. Donc, j'ai une maison à la campagne, j'avais un jardin. Donc, moi, ça n'a pas été trop dur. En plus, j'ai pu être confiné dans ma bibliothèque, qui est un endroit que j'adore. Bon, il faisait beau, les jours rallongeaient. Donc, voilà, déjà, c'est très, très bien que je suis un privilégié, même hyper privilégié. Mais pour moi, le confinement n'était pas dur. Ma carrière est terminée, donc je n'ai plus de projets en cours. Bon, je suis vraiment parmi les 2 ou 3% des gens les plus favorisés du confinement. Et je le sais, je le sais. Donc, le ciel Donc, était bleu, mais est-ce que vous pensez qu'il n'y avait pas quelques arguments fallacieux dans ce confinement et dans tout ce qu'on vit depuis plus d'un an? sans doute, sans doute, sans doute. Et la preuve, c'est que les experts ne disent pas la même chose. Donc, il y en a au moins l'un des deux qui a un argument fallacieux. Donc, quoique ce que je viens de dire est peut-être fallacieux, hein, on peut être en désaccord et qu'aucun des deux ne soit. Bon, c'est clair que Est-ce que nous sommes en guerre, comme le disait si bien dès le début du confinement notre président? je dirais, j'ai peur de ce genre de comparaison. Ma grand-mère me parlait de la guerre, mes grands-oncles ont connu la guerre. Honnêtement, je n'oserais pas dire, nous, on a à manger. Moi, j'ai un grand-oncle qui a été déporté, un autre qui a été fusillé. Donc, j'ai très, très peur de ce genre de comparaison. Mais il est vrai que c'est très, très dur. C'est très, très dur, notamment pour les adolescents aujourd'hui en Belgique, ils deviennent fous. Hein. Donc, on les prive de ce dont ils ont le plus besoin, la relation aux autres, même les professeurs. Moi, je suis enseignant. Il y a des pétitions d'étudiants qui veulent leurs profs, quoi. Donc, je dirais la guerre, je préfère ne pas utiliser ce mot-là. C'est trop dur. Mais c'est très, 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 très douloureux pour trop de gens et surtout la jeunesse. Il faut qu'on en sorte, hein. C'est sûr, parce que c'est trop dur pour eux. C'était un argument fallacieux. La guerre, oui, je crois. Mais c'est comme quand Macron, à propos de la 5G, bon, il s'adresse à des entrepreneurs et il dit, ben, il faut la 5G, on va quand même pas retourner au temps des Amish, qui sont des gens qui veulent même pas l'électricité. Donc ça, c'est typiquement fallacieux. Ça s'appelle le faux dilemme. C'est du genre, si vous n'êtes pas avec moi, vous êtes contre moi. Ou tout ça, c'est fallacieux. C'est le faux dilemme. On présente une situation comme s'il n'y avait que deux options possibles, alors qu'il y en a toujours beaucoup plus. Il y a beaucoup d'exemples dans ces discours. C'était aussi Oh là là. dans les gares, il y a des Ouais, gens qui prennent le train, enfin, je sais plus, et d'autres qui restent sur le quai. C'est tout à fait ça. exactement. Exactement. On va rester là-dessus. Dernière partie. Avec Luc de Brabander, nous poursuivons cette petite philosophie des arguments fallacieux. Luc de la Brabander, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour terminer l'émission? Pour terminer l'émission, Oui, qu'est-ce qui vous manque encore en petite philosophie là? Parce que là, vous en ah, avez... mais je vais certainement en faire encore. Moi, je crois que ce qui est important, c'est qu'on parle de tout ceci à l'école. À l'école. Je crois que de la philosophie à l'école. Qu'en oui, on faites-vous? l'appelle pas comme ça. Mais moi, je suis grand-père. Eh bien, la moitié de notre conversation que nous venons d'avoir, on doit l'adapter un petit peu, mais on peut très, très bien en parler aux enfants. Alors, comment vous en parleriez aux enfants? Dites-moi. Eh bien, par exemple, le faux dilemme, hein, quand on dit si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi, dire ben non, on peut très très bien être en désaccord. On peut très très bien choisir des exemples adaptés aux enfants et je le fais assez souvent. Il y a même des livres qui nous aident. Je crois qu'à l'école aujourd'hui, on est très fort embrigadé dans le fais pas ci, fais pas ça, comme Jacques Dutronc chantait il y a longtemps. Peut-être qu'on devrait à l'école enseigner moins de matières comme la géographie ou l'arithmétique et peut-être plus de matières comme la psychologie, adaptées aux enfants. Hein, adaptées. Il y a très très bien moyen de les initier à la pensée critique. Voilà. Moi, je termine toujours les émissions par le futur. Je pense aux enfants, aux petits-enfants. Quel est le monde dans lequel ils vont vivre? De quoi ont-ils besoin? Et je crois vraiment que retrouver l'art de penser, c'est
Moi, disons, j'ai eu des tas de bons professeurs, mais il n'y en a pas un seul, je n'ai pas le moindre souvenir d'un professeur qui soit entré en classe en disant aujourd'hui, on va apprendre à penser. Et moi, j'aimerais bien que ce soit aujourd'hui plus fréquent. Pourquoi vous ne faites pas ce livre, Petite philosophie adaptée aux enfants? Ah, j'y pense. En 10 leçons, allez hop. J'y pense, parce que j'ai mon public sous la main, donc j'y pense beaucoup. Ça m'étonnerait pas que ça vienne un jour. Ah oui, vous disiez à la page 129 que les alchimistes sont de retour. Après le monde minéral, végétal, animal, vient le monde digital. J'ai bien aimé ça avec le transhumanisme. Oui, voilà. Donc, c'est clair, quand je lis tout ce qu'on dit sur le transhumanisme et sur cette espèce de fusion entre l'homme et la machine, etc., ça m'effraie. Ça m'effraie parce que moi, je suis un humaniste, là, je fais une différence catégorique entre l'être humain et la machine. C'est clair que, bon, on peut s'aider, tout le monde est content avec la prothèse de hanche ou les lunettes qui permettent de mieux voir, mais il ne faut pas être transhumaniste, il faut poser, je dirais, l'homme et la femme comme étant les moteurs premiers. Je ne peux pas croire à cette espèce de fusion, non. Tous ces sujets m'énervent un petit peu. Je ne crois pas à l'intelligence artificielle. Je crois que c'est une espèce de grand buzz qu'on essaie de faire passer. Bon, ça fait un petit peu des ventes de livres, de journaux, mais j'y crois pas. D'ailleurs, l'intelligence, elle était au pluriel. Ça fait des années qu'on parle d'intelligence multiple, d'intelligence musicale, relationnelle, émotionnelle. Tout à coup, avec les machines, on remet intelligence au singulier. On parle d'intelligence artificielle. La seule qui va devenir artificielle, c'est la logique. Mais ça, c'est une toute petite partie. Bon, eh ben, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Essayons de ne pas avoir des arguments fallacieux Pas trop. et essayons d'avoir l'oreille ouverte quand on nous donne des arguments fallacieux pour ne pas se laisser vaincre et battre, convaincre et battre. Et ben voilà. Voilà un bon plan. Merci beaucoup. Non, non, mais merci aussi. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Oui, bonsoir. Merci.